Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Lutte kurde. J'enregistre cet épisode alors que nous sommes le 25 juillet 2023. La semaine dernière, 2 événements importants ont eu lieu pour la communauté kurde. La commémoration du massacre de Suruç, qui a eu lieu en 2015, ainsi que les 100 ans du traité de Lausanne, qui a nié le droit à l'autodétermination du peuple kurde et a conduit à une colonisation du Kurdistan sur 4 États, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Les Kurdes vivent depuis sur un territoire qui est donc divisé en 4 et où leurs droits fondamentaux sont bafoués. Nous aurons l'occasion, lors d'un épisode dédié à cette thématique, de reparler plus longuement du traité de Lausanne et de ses conséquences dramatiques pour le peuple kurde. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de parler du massacre de Suruç. Pour ce faire, nous accueillons Ali, qui est un membre actif de Young Struggle. Avant de lui donner la parole, je voudrais vous résumer rapidement les faits. Le 20 juillet 2015, donc il y a 8 ans, un djihadiste s'est fait exploser au milieu d'un groupe de jeunes turcs et kurdes de gauche à Suruç. Ces militantes et militants étaient sur le point de se rendre à Kobané, de l'autre côté de la frontière, au Kurdistan de Syrie, dans l'objectif d'aider la ville à se remettre sur pied alors que les YPG avaient réussi à briser le siège de l'État islamique. Ce djihadiste, lorsqu'il s'est fait exploser, a tué 33 jeunes et plus d'une centaine ont été blessés. Le membre de Daesh qui s'est fait exploser ce jour-là avait également un frère qui, à son tour, a perpétré un attentat à la bombe la même année, le 10 octobre à Ankara, et qui, cette fois-là, a occasionné plus de 100 morts et également des centaines de blessés. Ces 2 frères étaient sous la surveillance de l'État, et leur famille avait averti les autorités, mais l'État turc ne les a pas suffisamment surveillés. L'affaire de Suruç n'a jamais fait l'objet d'une enquête approfondie, et la question de la responsabilité de l'État turc n'a jamais été posée, alors qu'on sait que l'État turc disposait d'éléments suffisamment probants qui auraient dû nécessiter la mise sur surveillance de ces 2 frères radicalisés. Ce qu'on constate encore, 8 années après les faits, c'est que même la commémoration de ce massacre n'est pas facilitée par l'État turc. Des étudiants qui distribuaient des tracts pour appeler les gens à participer aux commémorations ont été arrêtés, et le jour de la commémoration, la police turque est intervenue dans plusieurs villes, et presque 200 personnes ont été arrêtées. Voilà pour vous dresser un tableau d'ensemble et vous dire combien le besoin de réparation et de justice est toujours criant à ce jour, justifiant la nécessité de continuer les commémorations année après année jusqu'à ce que justice soit rendue pour les personnes décédées lors de cet attentat terroriste. Nous allons maintenant laisser la parole à Ali, qui est un membre de l'association Young Struggle, pour vous expliquer plus en détail ce qui s'est passé ce jour-là et quels sont les enjeux et pourquoi il est aujourd'hui encore nécessaire de maintenir cette commémoration afin d'obtenir justice pour Suruç, car comme le dit le slogan de cette campagne, justice pour Suruç, justice pour tous. Est-ce que Ali, avant de commencer, tu peux nous dire quelques mots sur Young Struggle ? Young Struggle, c'est une organisation de la jeunesse socialiste et internationaliste et qui est maintenant présente dans 5 pays européens, donc en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Autriche. Du coup, nous, notre objectif, c'est de s'ancrer dans les luttes de chaque pays où nous sommes présents, tout en apportant la lutte du peuple kurde, la lutte pour l'indépendance du Kurdistan. Pour les personnes qui voudraient vous rejoindre, suivre vos actions, on peut vous retrouver où ? Sur Instagram notamment, sur Young Struggle Paris ou Young Struggle Nancy. Nous avons 2 sections actuellement en France et elles peuvent nous contacter sur nos pages Instagram. Ali va nous parler du massacre de Suruç qui s'est passé dans la ville de Urfa, en Turquie, le 20 juillet 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là ? En fait, pour revenir au 20 juillet 2015, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Du coup, début de l'année, au mois de janvier, la ville de Kobané a été libérée de la main de Daesh par les forces démocratiques syriennes, composées majoritairement de Kurdes. Donc, dans ce cadre-là, la ville était entièrement détruite et il y avait tout à reconstruire.
Et en Turquie, au Kurdistan, la Fédération des associations de jeunes socialistes, le CGDF, a lancé une campagne. Ensemble, nous avons défendu Kobané. Ensemble, nous la reconstruirons. Dans ce cadre-là, pendant 7 mois, partout en Turquie, partout au Kurdistan du Nord, ils ont récolté des fonds, ainsi des volontaires pour partir à la reconstruction de la ville de Kobané. Et ils se sont mis en route le 19 juillet pour aller à Kobané et se sont arrêtés à la ville frontière de Suruç. Il faut savoir que tout était normalement autorisé. À ce moment-là, en 2015, la frontière entre la Turquie et la Syrie était ouverte et il y avait une libre circulation du fait des accords entre la Turquie et la Syrie. Malgré cela, nos camarades ils ont préféré prendre de l'avance et ont informé le préfet de la ville de Suruç que ce jour-là, des centaines de personnes allaient passer la frontière dans le cadre de la campagne. Le préfet nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que les passages étaient autorisés. Le 19 juillet arrive et dans la ville de Suruç, des dizaines de cars de partout de la Turquie et du Kurdistan du Nord arrivent, mais leur passage est empêché par la police. Donc ils passent la nuit dans le centre culturel d'Amara et le lendemain, ils veulent faire une conférence de presse pour dénoncer la situation et dire que tous les empêchements de la part de l'État turc ne les empêchera pas de passer la frontière et de reconstruire la ville de Kobané. Et au moment où ils sont devant le centre culturel Amara, un kamikaze de Daesh s'explose et on a perdu 33 de nos camarades et des centaines ont été blessés. À ce moment-là, il y avait combien de personnes qui étaient présentes? On a un peu une idée du nombre de personnes qui s'étaient mobilisées pour se rendre à Kobané? Pour se rendre à Kobané, il y avait plus de 200 personnes, entre 200 et 300 personnes, et qui s'étaient engagées à passer la frontière pour aller reconstruire. Mais en plus, il y avait la population locale, il y avait d'autres personnes qui étaient juste venues jusqu'à la frontière pour soutenir la campagne. Donc sur place, il y avait à peu près 500 personnes à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où ce kamikaze s'est fait exploser? J'imagine qu'il y a des personnes qui sont mortes tout de suite, mais qu'il y a aussi eu des blessés. Comment est-ce que déjà, et comment est-ce que on a pu porter secours aux personnes qui étaient blessées? Bah d'abord, c'est les survivants, malgré qu'ils avaient des blessures ou les autres personnes qui étaient un peu plus loin. Malgré la situation, sont tout de suite jetés sur les camarades qui étaient par terre. Sauf que la police qui était présente a directement empêché l'arrivée de nos camarades à secourir ceux qui étaient par terre. Après, de toute façon, l'attentat, très vite les ambulances se sont mis en route et à l'arrivée des ambulances, la police a barré la route et bloqué l'arrivée des ambulances, ce qui a causé aussi beaucoup plus de morts. Puisqu'on avait des camarades qui étaient vivants, mais à cause du fait que les secours ne sont pas arrivés à temps, on les a perdus. Donc c'est suite à la pression de la population locale et des camarades sur place que la police a été obligée de faire ramener les ambulances. Donc s'il n'y avait pas eu cette pression-là, bien sûr, on aurait perdu encore plus de camarades sur place. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite quand il y a un attentat suicide? Donc on sait que la personne qui l'a commis, c'est la personne qui s'est fait exploser, mais on se doute qu'il y a des commanditaires, qu'il y a des personnes qui l'ont aidé à s'organiser. Est-ce qu'il y a eu un procès? Comment est-ce qu'il s'est déroulé et où on en est aujourd'hui? Bah bien sûr, le lendemain, le premier ministre de l'époque, Ahmet Davutoğlu, a fait une déclaration à la presse où il disait que l'auteur de l'attentat, on sait c'est qui, mais comme tu viens de le dire, il s'est explosé sur place. Du coup, au départ, ils n'ont pas voulu lancer une enquête judiciaire sur l'attentat. C'est avec la pression des organisations militantes sur place et la pression de la population que, au bout d'1 an, une enquête a été ouverte. Mais malgré l'ouverture de l'enquête, il n'y a rien qui a été fait pour faire avancer l'enquête. C'est plus les avocats du dossier et les militants politiques qui ont trouvé les preuves, qui ont ramené les preuves pour faire avancer le dossier. Des fois,
ils ont profité à ce moment-là, en 2016, du conflit entre la confrérie Gülen qui était implantée dans le système de l'appareil turc, surtout sur le plan judiciaire et, euh, et policière, et contre le clan président de l'époque, Recep Tayyip Erdogan. Du coup, le confrérie Gülen a fait fuiter énormément de documents, et dans ces documents-là, on a retrouvé, nous, des preuves comme quoi que le kamikaze était activement rechargé et son nom était sur la liste d'une vingtaine d'individus susceptibles de commettre un attentat kamikaze sur le sol turc. Les services de renseignement turcs avaient été informés un mois avant qu'un projet se préparait contre l'organisation, contre le CGDF, donc la Fédération des associations de jeunes socialistes, et que les services de renseignement turcs avaient informé 3 jours plus tôt la préfecture locale et les services de renseignement locaux que un attentat allait être commis à Suruç. Mais même par rapport à toutes ces informations-là, aucune mesure a été prise pour protéger nos camarades. Pas d'information qui a été communiquée à notre part. Du coup, c'est sur le plan du renseignement, il y avait le renseignement, à savoir que il y a une personne maintenant qui est toujours emprisonnée dans l'affaire. C'était le responsable de Daesh dans cette province-là. Mais nous avons appris par la suite que cet individu a été hospitalisé dans la ville de Konya et a été soigné par l'État turc, alors que normalement il était recherché dans le monde entier. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que certains éléments étaient tellement probants par rapport au fait qu'on savait qu'il y avait un risque énorme d'attentat, qu'il y a eu des sanctions à l'encontre du chef de la police turque, ce qui reste un fait exceptionnel, mais qui est aussi a aussi été l'occasion de montrer le peu d'intérêt qu'on porte aux personnes qui sont décédées, puisque c'était une sanction qui était clairement symbolique. Oui, c'est ça. Il y a deux personnes qui ont été sanctionnées. C'est le chef de la police de la ville de Suruç, le chef de renseignement local de la ville d'Urfa, qui ont été sanctionnés, mais pas de peine d'emprisonnement. Ils ont juste été officiellement éloignés de leur métier. Après, nous, on a voulu que Ahmet Davutoğlu soit aussi au moins entendu dans l'affaire, ne serait-ce que jugé, puisque après qu'il s'est séparé en 2016 de l'AKP, il a fait une déclaration à la presse sur l'attentat de Suruç et le massacre du 10 octobre qui s'est passé devant la gare d'Ankara, où aussi il y a 62 personnes qui ont été tuées par Daesh. C'est que il a dit à la télévision: si je commence à parler, plus personne peut sortir tranquillement dans la rue en visant les responsables politiques de l'AKP et le président Erdogan. Après ces déclarations-là, nous avons voulu qu'il soit entendu devant le tribunal, mais malgré nos divers relances des avocats du dossier, à chaque fois, ça a été refusé. Ce qui est extrêmement important aussi à noter dans ce dossier, c'est que il y a une volonté très forte des personnes qui ont perdu des amis, qui ont perdu de la famille et plus globalement de l'ensemble du mouvement, que la justice soit rendue par rapport aux personnes qui ont été assassinées. Et dans cette volonté de quête de justice, il y a notamment cette date anniversaire du 20 juillet qui est respectée, pour laquelle il y a là aujourd'hui en France, puisqu'aujourd'hui on est le 20 juillet, on enregistre à cette date-là, il y a un événement qui est organisé à Paris, mais c'est le cas aussi dans d'autres villes, et c'est aussi le cas en Turquie, et que en Turquie, mais pas que, j'ai lu aussi en Allemagne, oui, même ces commémorations sont encore l'objet de contrôle, d'interdiction. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce matin en Turquie, il y avait les commémorations. Du coup, partout en Turquie, au Kurdistan du Nord, nos camarades et les organisations de jeunesse ont voulu sortir dans la rue pour commémorer l'attentat, qui a été fortement réprimé par la police turque. On a encore aujourd'hui plusieurs centaines de personnes qui ont été interpellées. Il y a 3 jours de cela, alors qu'ils tractaient on appelle à la commémoration. Nous avons 9 camarades qui ont été interpellés et maintenant emprisonnés, qui ont été emprisonnés hier. Donc c'est des attaques récurrentes. Il y a pas seulement la date du 20 juillet, une fois par mois, le 20 de chaque mois, sur la place de Kadıköy,
les membres des familles, les camarades survivants et les autres organisations se rassemblent pour demander justice pour Suruç. Et à chaque fois, il y a toujours une attaque de l'État fasciste turc envers ce rassemblement-là. Et c'est plus généralement juste maintenant en Turquie, être membre du CGDF peut être considéré comme preuve d'emprisonnement pour les services judiciaires turcs. En France, dans les milieux militants, il y a une phrase qui tourne beaucoup et qui dit « la race tue 2 fois ». Et je trouve que c'est une phrase qui s'applique parfaitement à ce qui s'est passé à Suruç, c'est-à-dire que c'était un attentat kamikaze lié à des questions ethno-religieuses, puisque c'est un kamikaze de Daesh qui a commis cet attentat. Mais donc la race a tué une première fois par le biais de ce kamikaze, mais elle tue aussi une deuxième fois par l'impossibilité qui existe d'avoir un recours à la justice par le biais du gouvernement turc qui fait barrage et qui criminalise les personnes qui réclament la justice pour Suruç. Oui. Surtout quand on prend le contexte de l'attentat, c'est que l'attentat fait suite à la victoire électorale du HDP. Donc le 15 juin 2015, il y avait des élections législatives en Turquie et c'est la première fois depuis 2002 que le gouvernement de l'AKP a perdu les élections et n'a pas réussi à former un gouvernement. Le HDP qui a eu une poussée électorale énorme pour atteindre les 15%. Donc le HDP qui est un parti pro-kurde. Oui, c'est ça. Donc le HDP, c'est le parti démocratique des peuples qui a eu une poussée énorme dans ces élections-là et est arrivé à la 3e place et a dépassé les barres de 10% pour entrer dans l'Assemblée nationale turque. Donc les élections ont été annulées antidémocratiquement par Erdogan pour être reporté à la date du 1er novembre. Et entre-temps, le premier événement majeur politiquement, c'était cette campagne-là. C'était le fait d'aller à Kobané. Du coup, c'est aussi une date charnière dans l'histoire de la Turquie et du Kurdistan, parce que c'est à partir de ce jour-là, de 20 juillet 2015, que la répression envers les révolutionnaires, les socialistes et contre la communauté kurde a dépassé un point, parce qu'avant ces élections-là, on était à la fin des pourparlers entre le PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, et l'État turc, où il y avait un moment de paix, donc pas de guerre. Et Erdogan croyait que cette ambiance-là, l'élu en profiter dans les élections. Mais quand il a vu sa défaite, il a directement coupé les pourparlers et a commencé à attaquer par le 20 juillet 2015 et a continué ensuite, comme on a évoqué tout à l'heure, la date du 10 octobre, où c'était encore un événement du HDP qui a été devant la gare d'Ankara. Mais aussi, on se souvient peut-être aussi de la guerre menée directement dans les villes kurdes contre la population kurde qui a anéanti le Kurdistan du Nord. Donc c'est pas à prendre sans évoquer la conjoncture politique de la période. Quelle est actuellement la situation des survivants, des avocats des survivants? Est-ce que, comment se manifeste cette criminalisation qui continue 8 ans après? Il y a eu une pression énorme envers les survivants et les membres des familles des défunts. Nous avons une camarade qui est aussi qui a perdu son fils le jour de l'attentat, juste parce qu'au moment des funérailles, elle a prononcé des paroles contre le gouvernement turc. Elle est maintenant emprisonnée depuis 5 ans. Nous avons des avocats du dossier qui sont emprisonnés, d'autres qui ont été obligés de fuir la Turquie. Nous avons des survivants et survivantes qui ont été obligés de fuir aussi la Turquie, parce que tout de suite après l'attentat, des procédures judiciaires ont été menées contre les survivants pour association à une organisation terroriste, sans preuve légitime. Et aujourd'hui, la situation est qu'il n'y a toujours pas de justice qui a été rétablie. Même si le dossier veut être clôturé, c'est avec l'insistance des militants sur place, le fait que à chaque occasion, ils sortent dans les rues
pour montrer que jamais ils abandonneront leurs camarades, les 33 camarades qui sont tombés ce jour-là, que le dossier est encore en cours, mais aucune volonté est faite de la part de la justice turque pour clôturer le dossier, pour rétablir la justice. Et ce que nous disons, c'est que si on rétablit la justice pour Suruç, on rétablirait la justice pour les autres massacres, pour les autres crimes commis par le gouvernement turc, et on empêcherait aussi d'autres crimes, d'autres attentats d'être commis. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les revendications qui vont être portées aujourd'hui, 20 juillet 2023, à l'occasion de cette manifestation qui va avoir lieu à Paris? Notre slogan partout dans le monde entier est pareil, c'est justice pour Suruç, justice pour tous. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette volonté de mettre les coupables devant les faits accomplis, devant ce qu'ils ont commis, rétablir la justice. Ça sera un signe pour les populations vivant en Turquie, au Kurdistan du Nord, qu'un changement peut être fait, et que c'est un commencement d'un changement démocratique aussi pour les populations. On demande pas seulement la justice sur une affaire, on voit ça comme le début d'un changement. Est-ce que pour finir, on peut dire le nom des 33 victimes? Oui, les noms des 33 camarades que nous avons perdus ce jour-là sont Cebrail Güneybakan, Uğur Özkan, Kasım Deprem, Polen Ünlü, Hatice Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Kürek, Fikriye Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Mert Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Saran, Alican Vural, Osman Çiçek, Vatan Budak, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Aydan Ezgi Şalcı, Mehmet Ali Varol, Mert Cömert. On va se retrouver d'ici peu de temps pour les commémorer. Évidemment que cet épisode étant enregistré le jour de la commémoration, il est trop tard pour appeler les personnes à se joindre à nous. Néanmoins, on peut dire que c'est un hommage qui sera récurrent tant que la justice ne sera pas rendue pour les personnes qui ont été assassinées à Suruç. Donc, on peut donner rendez-vous tous les 20 juillet jusqu'à ce que justice soit faite. Exactement. Merci Ali. Merci à toi. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.